Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Début de notre promotion pour l'adhésion à l'AVEC. Volvo produit un nouveau poids lourd tout électrique. Le parc de voitures comporte plus de véhicules électriques que de véhicules à essence en Norvège. Selon une nouvelle étude, les batteries de véhicules électriques vont durer pour plus de 20 ans. Volvo livre également 70 camions VNR tout électriques dans un programme piloté par le PA. Par où commencer? Quelle application mettre sur son cellulaire? Le verre à moitié plein, l'impact de la surtaxe sur les véhicules électriques chinois. Et en grande entrevue, on parle avec Edwin Richard de Nationex qui nous parle de transport de colis avec des véhicules tout électrique. Et aujourd'hui, on a des zones dans lesquelles on garantit des livraisons électriques, peu importe la taille du colis, peu importe le poids du colis, peu importe que ce soit résidentiel ou pas. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 182 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également un partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. Moi, pour ma part, écoutez, je suis toujours énergisé, sans faire de jeu de mots, parce que je reçois dernièrement beaucoup de courriels et de messages vocaux d'auditeurs qui apprécient énormément Silence on roule et puis je le vois également par les téléchargements qui ne cessent d'augmenter de mois en mois. Donc, il y a vraiment un bel engouement autour du podcast. J'étais, il y a de cela 2 semaines, et vous le savez, j'en ai parlé lors du dernier épisode à Halifax pour le Congrès de mobilité électrique Canada. Et parmi les gens de l'industrie, plusieurs me parlaient également du podcast. Donc, c'est pas juste parmi la population générale, même parmi les acteurs de l'industrie, beaucoup d'auditeurs de Silence on roule. Je vous remercie beaucoup de nous écouter, de nous faire connaître, de faire rayonner le podcast et je pense que tous ensemble, on va réussir à donner une bonne information neutre et surtout juste aux futurs et aux électromobilistes actuels. Donc, en contournant un petit peu la désinformation généralisée qu'on vit trop souvent dans les médias traditionnels. Donc, bien content d'être capable de rejoindre les gens et de leur donner la bonne information. On a aujourd'hui un épisode fort intéressant, entre autres la chronique Par où commencer pour les débutants avec Sébastien Côté. On a également une grande entrevue avec Edwin Richard de Nationex où on va nous parler de transport avec des véhicules, des camions électriques. Donc, vous allez voir, c'est très, très, très intéressant. On a également une chronique de Daniel Rochefort aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Les frais de douane supplémentaires qui sont imposés sur les véhicules électriques chinois. Quels sont les impacts de ça? Est-ce positif, est-ce négatif? On va en parler avec notre ami Daniel dans quelques instants. J'en profite pour vous annoncer qu'on a une nouvelle promotion à Silence on roule en partenariat avec notre partenaire des premières heures, donc l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous êtes peut-être membre de l'association. Si vous l'êtes, on vous en remercie. Si vous ne l'êtes pas, il faut l'être. Il faut supporter l'association dans sa mission qui est d'informer, de donner de l'information neutre juste aux électromobilistes, de faire des événements de promotion, de défendre les intérêts des électromobilistes. Et pour ça, il faut devenir membre, que ce soit or ou platine. Et on a une bonne nouvelle. D'ici le 20 décembre, nos auditeurs vont bénéficier d'un rabais de 10 $. Écoutez, sur une adhésion de 50 $ pour une adhésion or, c'est 20 % de rabais. C'est quand même pas négligeable, mais le 10 $ s'applique également à une adhésion platine. L'adhésion platine, je vous le rappelle, c'est que vous allez être pairé avec un bénévole de l'AVEC qui va vous aider. Peut-être que vous êtes en train de magasiner, il va vous aider à choisir, il va vous aider à poser les bonnes questions. Vous avez peut-être votre nouveau véhicule, vous avez besoin d'aide pour l'utiliser. Donc, il y a un bénévole qui va vous aider et qui va vous montrer comment fonctionne votre nouveau véhicule. Donc, peu importe à quelle étape vous êtes, si vous avez besoin d'une aide plus précise, un abonnement platine pourrait être pour vous. Quoi qu'il en soit, pour devenir membre or ou platine de l'AVEC, vous allez sur le site web de l'association, devenir membre, et on va vous demander à ce moment-là, si vous en avez un, et là vous allez en avoir un code promotionnel qui est, et je vais le dire tranquillement, Silence 24. Ça doit tout être en majuscule, Silence 24. Donc, vous écrivez Silence 24 en majuscule et vous allez avoir droit à ce 10 $ de rabais à votre adhésion membre or ou platine de l'AVEC. Donc, allez faire ça de ce pas.
Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Volvo Trucks prévoit lancer une variante longue portée de son camion électrique FH avec une autonomie allant jusqu'à 600 km, soit environ le double de l'autonomie maximale de la génération actuelle FH électrique. Les modèles électriques VNR nord-américains offrent une autonomie allant jusqu'à 443 km par contre. Le nouveau modèle devrait être commercialisé au cours du second semestre de 2024. L'autonomie étendue est principalement rendue possible par l'utilisation d'un essieu électrique à la place des multiples moteurs à la boîte de vitesse iShift utilisés dans les modèles FH et VNR actuels, ce qui libère de l'espace pour une plus grande capacité de batterie. Volvo a présenté un nouveau concept d'essieu électrique au salon IAA en Allemagne en 2022. Pour la toute première fois de l'histoire de l'automobile norvégienne, le parc de voitures particuliers compte maintenant désormais plus de voitures électriques que de voitures à essence. Sur les 2,8 millions de voitures des particuliers immatriculés, il y avait au 16 septembre 2024 754 303 véhicules électriques et 753 905 voitures à essence en Norvège, selon les chiffres du Conseil d'information sur la circulation routière. Dans le même temps, le nombre de voitures diesel continue de diminuer. Une nouvelle étude du fournisseur de télématique Geotab révèle que les batteries se dégradent en moyenne de seulement 1,8 % par an, ce qui signifie que les batteries de véhicules électriques peuvent généralement durer plus de 20 ans. En mettant en jour les recherches précédentes de 2019, le fournisseur de télématique basé à Oakville, en Ontario, a analysé près de 1,5 million de journées de données provenant de plus de 5000 véhicules électriques de flotte et de privés. Il a constaté que les batteries se sont considérablement améliorées au cours des 5 dernières années. Les recherches de Geotab montrent que les batteries des véhicules électriques pourraient durer 20 ans et plus si elles se dégradent à un rythme de moins de 1,8 % par année. Peut-on lire dans le rapport de recherche rédigé par Charlotte Argue, directrice principale de la mobilité durable chez Geotab. Cette mesure de la dégradation de 1,8 % par année représente une amélioration par rapport aux 2,3 % observés lors de la dernière étude de Geotab sur l'état des batteries. Mercedes-Benz développe des batteries à électrolyte solide très performantes avec une autonomie de 80 % supérieure pour les véhicules électriques. Depuis plus d'un an, Mercedes-Benz collabore avec une entreprise appelée Factorial Energy et ensemble, ils ont perfectionné le Solstice. Et le Solstice aidera Mercedes-Benz à atteindre son objectif d'avoir des batteries à électrolyte solide dans les voitures d'ici 2030. Solstice est le nom de cette batterie à électrolyte solide qui présente une densité de puissance de 450 Wh par kilogramme. Pour mettre les choses en contexte, la densité de la batterie de votre véhicule électrique ou hybride actuel est au mieux de 255 Wh par kilogramme, au pire de seulement 90 Wh par kilogramme. Il n'est donc pas surprenant que Mercedes et Factorial estiment que la Solstice permet aux véhicules électriques d'aller 80 % plus loin. Les batteries électriques solides, nickel-métal de plus de 100 ampères-heure, utilisées dans les plateformes propriétaires de Factorial, le Factorial Electrolyte System Technology ou FEST, comprend une anode en lithium-métal et une électrolyte à base de sulfure et une cathode sèche.
Revenons à Volvo et ses camions. Alors, Volvo Trucks North America a livré avec succès 70 camions Volvo VNR électriques dans le cadre d'une initiative de financement de 21,5 millions de dollars américains soutenue par l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, et le South Coast Air Quality Management District. Le projet baptisé Switch On a déployé ses camions à zéro émission de gaz à effet de serre, évidemment, sur plusieurs flottes du sud de la Californie pour la distribution et le transport de marchandises régionales. Initialement annoncé en 2020, Switch On est désormais l'un des plus grands déploiements commerciaux de camions électriques à batterie de classe 8 au pays. À ce jour, Volvo Trucks a livré plus de 570 camions électriques Volvo VNR dans 31 États américains et plusieurs provinces canadiennes. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Par où commencer est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Avec nous en studio, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, on accueille Sébastien Côté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Sébastien, dans l'épisode 178 qui a été diffusé là, juste avant les vacances d'été de cet été, on a des collègues de l'AVEC qui étaient là et qui nous ont parlé des applications importantes, là, les plus importantes à avoir, les incontournables, là, ou ce qu'on devrait avoir comme application sur notre téléphone cellulaire, par exemple. J'aimerais ça qu'on traite aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important d'avoir? Est-ce qu'on doit toutes les avoir? Est-ce qu'on doit avoir les applications de tous les réseaux de recharge? Est-ce qu'on doit avoir les applications de toutes les compagnies qui font des planificateurs de trajet? Où on se concentre plutôt sur certains, là, du moins pour quelqu'un, l'usager typique du Québec, là, qui a une auto puis qui l'utilise en disons, la façon la plus normale ou la plus standard possible, est-ce qu'on doit tout avoir sur notre téléphone? Non. Puis ça, principalement grâce à l'interopérabilité. Ce mot est important au niveau là, des réseaux de recharge. En fait, essayez de regarder par rapport à vos habitudes de recharge publique. Il y en a, parce qu'ils n'ont pas de borne à la maison ou lorsque vous faites des déplacements, si vous les faites principalement au Québec, il va y avoir 2 grands réseaux qui existent, puis il y a plein de réseaux partenaires aussi qui existent. On pourrait prendre l'exemple, mettons, de circuit électrique. Le circuit électrique va être interopérable avec plusieurs autres réseaux. À ce moment-là, demandez-vous si vous allez devoir charger souvent dans l'été ou dans l'année. À ce moment-là, avec ce compte-là, vous allez en ouvrir un. Vous allez déposer des sous dans un seul et vous allez pouvoir démarrer plein d'autres réseaux. Ouais. Sébastien, je pense que c'est important d'entrée de jeu, surtout pour les gens qui sont des débutants, là, qui nous écoutent et pour lesquels c'est peut-être un peu moins clair de comprendre ce que l'on veut dire par interopérabilité. Je pense que une bonne façon de le voir, ce serait de faire un parallèle avec votre carte bancaire, par exemple. Là, je dis n'importe quoi, là, puis sans aucune allégeance, mais mettons que vous avez une carte, vous êtes membre chez Desjardins, mettons que vous avez une carte de guichet Desjardins. Si vous êtes en visite dans de la famille, que vous allez au guichet retirer de l'argent, puis c'est une banque royale ou une banque de Montréal, peu importe, BMO, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte chez BMO. Vous prenez votre carte Desjardins, puis vous allez retirer de l'argent, mais BMO va vous charger un petit frais de transaction parce qu'il doit aller chercher l'argent qui, lui, est dans votre compte de Desjardins. Mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux caisses Desjardins avec votre carte Desjardins. L'interopérabilité, c'est ça. C'est que, par exemple, vous avez un compte au circuit électrique, vous n'êtes pas obligé de vous ouvrir un compte dans plein d'autres réseaux. Avec votre compte du circuit électrique, vous avez accès aux bornes d'autres réseaux, que ce soit, je ne sais pas moi, Couche-Tard, que ce soit ChargePoint, Flow, Ivy en Ontario, etc. Donc, avec le même compte. Mais certains vont dire, Sébastien, ouais, mais moi, je préfère avoir l'application de Couche-Tard, je préfère avoir l'application de Ivy parce que je ne paierai pas les frais d'interopérabilité. Est-ce qu'on est mieux d'avoir les applications à ce moment-là de tous les réseaux puis comme avoir des cartes de guichet de toutes les banques pour ne pas payer de frais d'interact? C'est tout ça qu'on devrait faire?
Ah non, effectivement. Ben, il faut voir peut-être la fréquence, mais dites-vous qu'il y a ce petit frais d'itinérance ou d'interopérabilité. Ben, si vous ne rechargez pas ailleurs régulièrement, ça va être minime versus aller déposer un 50 $ dans chacun de ces comptes-là. Ben oui, vous trouvez un compte dans 10 compagnies de recharge sur lequel tu mets 50 $ dans 10 réseaux, tu as 500 $ qui dort versus un frais d'interopérabilité de 75 sous ou d'1,25 $. Tu es peut-être mieux, surtout si tu ne charges pas souvent, comme tu disais. Là. Effectivement. Donc, c'est ça, on éparpille un peu moins nos sous là, en dépôt là, dans ces comptes-là. Puis comment on fait pour choisir si les réseaux sont interopérables l'un avec l'autre? On disait l'exemple du circuit électrique avec plein d'autres. On pourrait, à l'inverse, plutôt s'ouvrir un compte, je ne sais pas, moi, chez Couche-Tard, puis avec notre compte Couche-Tard, utiliser les bornes du circuit électrique, ça fonctionnerait la même affaire, je présume. Donc, qu'est-ce que je fais pour choisir à lequel je vais m'abonner? En fait, c'est comme je disais un peu tantôt au niveau, si vous êtes au Québec, le circuit électrique est extrêmement présent partout. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être le compte principal que je préférerais là, à ce moment-là. Pour ne pas payer de frais d'interopérabilité chaque fois que je vais là. Et effectivement. Si par contre, vous faites souvent la route, je ne sais pas, Montréal-Toronto, ben peut-être que là, il y aurait peut-être avantage à aller s'ouvrir un compte avec un autre. Puis, à partir de celui-là, ben avoir nos frais d'interopérabilité, là, mettons, au Québec. Là. OK. Et donc, je peux choisir un, peut-être deux. Là, si je vais souvent en Ontario puis je suis souvent au Québec, je pourrais peut-être avoir un compte IV, avoir un compte circuit électrique puis me limiter à ces deux applications-là pour avoir accès à l'ensemble ou à peu près des réseaux. Y a-t-il d'autres types d'applications qu'on devrait avoir sur notre téléphone, mis à part les applications pour les réseaux de recharge? Oui. Ça serait vraiment une application pour faire de la planification de déplacement, chose qu'on ne fait pas nécessairement dans notre quotidien, mais une application qui va nous préparer notre route, nous suggérer où arrêter. Puis, à ce moment-là, ben, c'est vraiment la deuxième catégorie d'applications qu'il faudrait au moins en avoir une. OK. Donc, si je comprends ce que tu essaies de nous dire, Sébastien, au day-to-day pour aller travailler ou... faire les commissions autour de la maison, aller mener les enfants au cours de natation, on n'a pas besoin d'outils de planification pour ça. Je veux dire, on le fait, puis notre auto a quoi? 400-500 km d'autonomie, puis on en prend 100 km d'une grosse journée. Fait que on n'a pas besoin de rien planifier, mais la fois où je pars du Québec, puis je m'en vais visiter l'ouest de l'Ontario, ou je m'en vais visiter les Maritimes, puis je veux me donner une idée par quelle route je vais passer, à quel endroit je vais arrêter de me charger, combien de temps je vais me charger, sont où les bornes? Hein? Souvent, c'est ça qu'on se pose comme question. Je vais arrêter où? Ça dépend où il y a des bornes de recharge. Je vais faire coïncider le dîner avec la recharge, mais elles sont où? Donc, ces applications-là vont nous aider à choisir où on va arrêter puis tout ça? Oui, c'est ça. Puis il y en a des bonnes. Là, on connaît, il y a un planificateur de trajet dans l'application de circuit électrique ou dans l'application. Puis il y a A Better Route Planner, ABRP aussi. Chacun va faire de la planification de route. Il va utiliser son algorithme là, en fonction du véhicule, en fonction des températures, en fonction de l'achalandage qu'on pourrait avoir aux bornes. Donc, une des deux applications fait l'affaire là, pour la plupart de vos déplacements pour vraiment planifier les arrêts recharge. Ça, c'est sans compter celles qui sont déjà intégrées dans le véhicule, là, que ce soit des Tesla ou les véhicules équipés de Google Automotive. Le Google Maps là, dans ce véhicule-là va vraiment être efficace. Puis, c'est sûr, il faut apprendre à connaître un peu notre véhicule. Ouais. À un moment donné, on le laissait avec l'outil à part, on le laissait avec l'auto, puis si on a des bons résultats, à ce moment-là, on finit par se fier à l'auto directement. Mais par expérience, Sébastien, quand on a justement Google Automotive dans une voiture, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il est nécessaire d'absolument avoir un Better Route Planner d'installer ou on peut se fier vraiment au véhicule? Moi, je peux parler pour mon cas. Non, je n'utilise plus ABRP. À part pour... La seule raison que je l'utiliserais, c'est que on a plusieurs véhicules électriques. On en a 3. Ils ont chacun leurs critères. Des fois, je fais une petite simulation pour voir... Avec l'autre véhicule. Avec l'autre véhicule, oui. Un qui a une bonne autonomie, mais qui ne charge pas vite. L'autre qui charge plus vite. Donc, ça me permet de voir lequel qui va être plus efficace pour le type de route que je vais faire. Donc, c'est vrai que je m'en sers encore aujourd'hui, mais plus pour le déplacement. OK. Donc, si j'ai bien compris, si on conclut sur ton propos, Sébastien, il y a 2 grands types d'applications, je pense qu'il est important d'avoir sur notre téléphone. Une application qui nous permet de démarrer des bornes de recharge publiques. Idéalement, l'une
d'une compagnie qui est interopérable avec la majorité des autres réseaux, ce qui fait qu'on peut en avoir une puis accéder à la quasi-totalité des bornes sur le territoire. Ça, je pense que c'est une bonne suggestion. Ta deuxième suggestion, d'avoir au moins une application qui nous permet de faire de la planification de trajet, que ce soit Better Route Planner, que ce soit le planificateur de trajet du circuit électrique ou celle inclus dans notre véhicule, s'il y en a un bon, là, d'inclus dans le système d'infodivertissement de notre véhicule, c'est idéal aussi. Je te dirais peut-être une troisième catégorie qui est peut-être sous-entendue, mais souvent, quand on achète un véhicule, il y a une application qui vient avec le véhicule. Hein? Si on a un véhicule Tesla, il y a l'application Tesla. Si on a une Bolt ou une Equinox, on a l'application MyChevrolet qu'on installe. La même affaire là, pour les véhicules Ford, les véhicules Hyundai, Kia, etc. Donc, cette application-là, elle nous permet de faire quoi? Si on compare avec ce dont on a parlé jusqu'au début. Dépendant des abonnements ou de la durée là, gratuite, là, on peut débarrer le véhicule, barrer le véhicule, mais c'est surtout utile pour voir l'état de charge du véhicule et démarrer le préconditionnement de l'habitacle. Donc, le chauffage, faire chauffer le véhicule l'hiver, climatiser l'été, etc. à distance. Donc, c'est vraiment... oui, effectivement. Fait que, en tout, on en a trois applications, puis on serait capable de faire probablement 95% de nos affaires. Oui, tout à fait. Il s'agit juste de voir lesquelles qui vont correspondre vraiment aux critères, puis quelle application, juste des fois au look ou la convivialité là, de l'utiliser, pourrait vous faire pencher vers... Il y en a trois qui font la même affaire, mais j'aime mieux utiliser celle-là. Exact. Fait que là, c'est à vous de les trouver. Puis à ce moment-là, vous êtes avec un minimum, puis vous vous éparpouillez pas dans toutes sortes. Oui, c'est ça. Parce qu'on en voit des gens, des fois, qui ont 25 applications d'installer. Oui. Peut-être les geeks, c'est le fun, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est probablement pas nécessaire et peut-être plus mêlant qu'autre chose de trop en avoir. Des fois, on s'y pend dans tout ça. Exact. Sébastien, si les gens ont d'autres questions ou veulent entrer en contact avec toi ou l'Association des véhicules électriques du Québec, à quelle adresse on peut te rejoindre? À sébastien.côté@silenceonroule.com. On va te souhaiter un bon 2 semaines. On se revoit bientôt avec une autre chronique, mon cher ami. Oui, excellent. Bye-bye. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Vous avez sans doute rencontré à quelques reprises sur les routes du Québec des camions, petits, moyens ou gros, qui, à votre surprise, étaient électriques, du transport de marchandises avec des véhicules électriques. Et pour parler de ce sujet-là, justement, aujourd'hui, on a le directeur des projets spéciaux et du développement durable chez Nationex, Edwin Richard. Bonjour. Bonjour, Martin. Edwin, parle-nous donc tout d'abord d'entrée de jeu Nationex. Là, donc, tu travailles chez Nationex. Qu'est-ce que Nationex? Nationex, c'est une entreprise québécoise de livraison de colis familiale qui existe depuis 45 ans et qui a pour vocation de devenir le leader de la livraison durable en proposant des solutions innovantes pour les générations futures. Fait que c'est vraiment une entreprise qui livre aussi bien des colis chez les particuliers que des colis chez les entreprises. On le fait beaucoup au Québec, Ontario, et on a 2 partenaires pour le reste du Canada. Okay. Et ces livraisons-là se font avec des véhicules qui sont un peu électriques ou un mélange d'énergie? Comment ça alors, historiquement, Nationex avait un modèle 100% thermique, surtout parce qu'il n'y avait pas de solution disponible. Avec l'acquisition de Courant Plus en 2023, Nationex a vraiment entrepris un virage vert. Et aujourd'hui, on a des zones dans lesquelles on garantit des livraisons électriques. Peu importe la taille du colis, peu importe le poids du colis, peu importe que ce soit résidentiel ou pas. Fait qu'on a créé des zones comme ça, Montréal, 1, 2, 3, Québec, et on ouvre de plus en plus de zones vertes où on remplace petit à petit nos camions thermiques par des camions électriques. Électriques, OK.
C'est très intéressant. Juste avant qu'on aille plus loin, peut-être nous parler de toi, là, ton implication dans le monde du transport électrique. T'es pas né avec Nationex, là, donc tu as une expérience préalable à tout ça. Exactement. Moi, je suis arrivé au Québec en 2018 pour créer une entreprise avec un ami que je connaissais depuis plus de 20 ans, Clément Sabourin. On a créé Courant Plus, qui était une entreprise de livraison de colis. Pour le coup, on faisait quasiment beaucoup de résidentiel et un peu de palettes, mais 100% électrique. Fait qu'en 2019, on a parti ça. À l'époque, il n'y avait pas autant de camions disponibles, il n'y avait pas le choix qu'on a aujourd'hui. Les subventions, c'était même pas les mêmes modes de subvention, etc. Ouais. C'était quand même différent. Vous étiez précurseur, là, à cette époque-là, vraiment. Ouais, je te dirais qu'à l'époque, pas grand monde parlait de livraison électrique. Il y a quand même quelques clients qu'on a eu, et puis il faut les noter historiquement, des gens comme Simons, Altitude Sport, qui ont, dès le début, ont embarqué dans l'aventure, qui nous ont fait confiance. On était quand même petits. Qui nous ont confié des colis, de plus en plus de colis, etc. Fait qu'on a roulé ça de 2019 à peu près à 2023 quand on a vendu à Nationex. Nous, on a quand même connu une grosse partie de la COVID. En tout cas, la COVID était une grosse partie de la vie de Courant Plus. C'est sûr que ça nous a permis de donner un élan à l'entreprise, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler tout le monde était chez soi, il n'y avait plus de voitures en ville. Fait que pour des livreurs comme nous, c'était le rêve. Ouais. C'est ça. On était sur des ratios absolument excellents. Mais on a beaucoup grossi comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, en fait, à chercher quelqu'un avec qui on pouvait grandir, qui partageait nos valeurs, justement, d'électrique, de vision un peu durable pour l'avenir, etc. Et puis c'est comme ça qu'on a rencontré Catherine Pinard, la présidente et propriétaire de Nationex. Puis on s'est rejoint sur beaucoup de choses, fait qu'on a décidé de s'allier pour faire ça. C'est excellent. Et là, donc, c'est comme si Nationex venait de faire l'acquisition d'une entreprise plus petite, mais qui avait une spécialisation très marquée dans l'électrique, donc pour être capable de se propulser. Et parle-nous donc justement, on parle de livraison, donc de camions électriques. Quels sont les camions que vous aviez à l'époque et que vous avez maintenant pour faire ça? C'est des petits, des moyens, des gros? Quelle taille de camion, quelle marque, quel modèle de camion vous utilisez? Alors, chez Nationex, on va de tout. On va du vélo cargo pour livrer des colis en centre-ville sur le plateau Mont-Royal, jusqu'à des classes 8. Là, on vient de commander des classes 8 électriques, fait qu'on en a commandé 4. Pour ceux qui ne connaissent pas un classe 8, là, on parle vraiment d'un semi-remorque 53 pieds. Oui, c'est ceux qu'on voit sur la 20, la 40. C'est des gros semi-remorques qui tirent des grosses vannes. Fait qu'on vient d'en commander, ça existe full électrique. Fait qu'on a dans cette palette du vélo au très gros, on a tout. On a le gros de notre flotte, c'est ce qu'on appelle des Bride Drop, fait que c'est de la marque Envolve GM. C'est des camions de livraison qui sont en ville, qu'on retrouve. C'est ceux qu'on voit beaucoup. Beaucoup de monde nous en parle en disant « Ah, j'ai vu vos camions, etc. » parce qu'on en a une cinquantaine. C'est des petits cubes, des petits Exactement, c'est des petits cubes avec un gros N vert sur le côté. Fait que les gens les voient beaucoup, ils sont quand même très visibles. On en a à Montréal, Québec, Ottawa, etc. On a des petits Ford e-Transit et puis on a aussi des 20 pieds électriques qui sont un héritage de Courant Plus. Ça, c'était à l'époque, c'était une entreprise québécoise, Nordresa, qui faisait ça. Que tu dois connaître, c'est ça. Bien, et puis, on a aussi des classes 6, enfin des classes 3, qui sont des sortes de 5 tonnes, des gros cubes, les Lion 6. Fait qu'on en a acheté 3. Fait qu'on a vraiment une panoplie de véhicules qui servent différents besoins selon ce qu'on, ou le territoire, le type de colis, etc. Mais aujourd'hui, on doit avoir à peu près une 70 véhicules. Je suis en plein dans l'inventaire pour avoir le décompte exact des véhicules, etc. Ouais. On sait que, parce qu'on fait le parallèle naturel avec la voiture, là, les gens sont un peu familiers avec les différences de coûts entre un véhicule thermique et un véhicule électrique équivalent, là. Différence de coût qui tend à disparaître tranquillement pas vite avec le temps, mais quand même, on peut présumer que quand vous achetez un cube électrique, il ne vous coûte pas le même coût que quand vous achetez un petit cube au diesel. Donc, le service que vous offrez, est-ce que vous devez l'offrir à un coût plus cher parce que c'est de la livraison, entre guillemets, décarbonée, ou comment vous fonctionnez? Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on travaille depuis longtemps avec Clément chez Courant Plus. C'est quelque chose une expertise qu'on a amenée chez Nationex. C'est sûr qu'il y a un premium quand même, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les très grands joueurs de ce monde-là qui expédient des milliers de colis par jour sont prêts à payer un petit premium, mais pas, on ne parle pas de 20-25%, on parle de 4, 5, 8%, pas plus.
10% au max, les gens sont prêts à s'investir là-dedans. Ce qu'on se rend compte surtout, c'est que oui, on fait payer ce premium-là, mais c'est surtout qu'on a des conversations différentes avec les clients. Parce que là, avec l'électrique, sur certains territoires, ce qu'on va offrir, c'est une stabilité du prix. C'est-à-dire que, historiquement, comment ça marche, c'est que toutes les semaines, tu sais pas trop combien ton transporteur va te charger parce qu'il y a la surcharge d'essence. Puis qui fluctue. Exactement, elle varie toutes les semaines, etc. Fait que des fois, c'est 23%. Le lendemain, ça va être pendant la crise, au début de la crise de l'Ukraine, cette surcharge d'essence qui aujourd'hui est à 22, je pense, cette semaine, était montée à 40-45%. Fait qu'on voit bien que c'est un énorme coût sur la facture. Fait que nous, dans l'électrique, c'est des discours qu'on essaie d'amener, c'est en disant, le directeur de transport, toi, tu auras vraiment une visibilité sur l'année, sur ton budget, on va te bloquer les prix, parce que le prix de l'électrique est moins fluctuant. On a la chance avec Hydro-Québec ici d'avoir des prix qui fluctuent pas non plus beaucoup. Fait que c'est cette visibilité-là, puis surtout sur le grand point positif pour Nationex, c'est quand même qu'on est capable aujourd'hui de parler à des clients à qui on parlerait probablement pas autrement. Nos grands compétiteurs, c'est Bureau, Post Canada, etc. Fait que c'est des gens qui ont quand même des capacités énormes, mais qui sont moins à l'aise d'offrir de l'électrique. Il y a quand même des clients de renom internationaux qui se tournent vers Nationex au Québec et en Ontario parce qu'on a des zones décarbonées, qu'on garantit la livraison décarbonée dans ces zones-là, que sur chaque livraison, on traque le GES, on calcule le GES, etc. Fait que c'est quand même je te dirais que c'est l'avantage, il est surtout dans les relations qu'on noue. C'est des contrats sur des plus longs temps qu'on signe, c'est des conversations qui sont plus engageantes pour nous. C'est des vrais, je dirais que c'est quand même plutôt des partenariats que ça nous amène versus juste des clients. Ouais, je comprends. Et tu parles de bilan carbone ou de chiffres. Est-ce que je comprends que vous fournissez à intervalles réguliers à vos clients une idée de ce que leur transport décarboné a pu sauver en termes de gaz à effet de serre ou peu importe? Exactement. Là, c'était un grand projet qu'on avait avec Nationex. C'était d'être capable, sur chaque colis qu'on a livré, d'être capable de calculer le GES qu'on a émis et celui qu'on a sauvé. Fait que c'est quand même deux calculs différents. Et là, aujourd'hui, c'est automatique. Et donc, pour les clients qui le souhaitent, on est capable d'émettre quasiment instantanément un rapport sur le dernier trimestre. Fait que c'est des périodes de 3 mois qu'on a pris au début, qui donne le nombre de colis totaux envoyés. Sur ces colis-là, combien ont été livrés de façon éco-responsable. Ça correspond à combien de tonnes ou de kilogrammes de GES évités. Et c'est quoi le poids moyen pour ce client-là, pour chacune de ces livraisons. Fait qu'on se rend compte qu'il y a des clients comme Nespresso qui, eux, n'envoient que de l'électrique. Fait que là, ils ont choisi Nationex pour ne faire que les zones électriques. Là, on est sur des poids moyens extrêmement faibles, de l'ordre de quelques grammes. Oui, parce que c'est des petites capsules en aluminium. Exactement. Avec du café. Fait que là, on est de quelques grammes de CO2 émis par livraison en moyenne pour ce client-là, versus des clients qui sont, je te dirais, plus qui ont soit plus de volume et donc on envoie dans des zones qui ne sont pas décarbonées, etc. Où là, on est le poids moyen de Nationex et on était à 492 grammes par livraison de CO2 en moyenne émis par Nationex. Fait qu'on est capable aujourd'hui, de façon automatique, d'envoyer ça à nos clients et on voit tout de suite que c'est les rapports suscitent énormément d'intérêt. À ma connaissance, on est les seuls à faire ça. Dans les quelques jours de décarbonés du Québec, du Canada. On est les seuls à faire ça et on se rend compte que tout de suite, c'est des rapports qui s'en vont sur les bureaux de la direction. Ouais. C'est des choses que les gens, le directeur du transport, le directeur du développement durable, peu importe les titres, où ces gens-là veulent tout de suite montrer ça à la haute direction parce que c'est des informations qui sont valables, tangibles, fiables, qui aident souvent ces entreprises dans leur bilan carbone propre à eux, Scope 1, Scope 2, Scope 3, etc., qui sont sûrement en train de faire ça. Et notamment, je pense à des clients qui sont en pleine certification B Corp. Ça, c'est vraiment quelque chose qui les aide énormément. Ouais. Tu as parlé tantôt de zones vertes, ou en tout cas sur votre territoire. Peut-être nous donner une idée, puis pas obligé de nous nommer les clients si tu veux pas, là, mais donne-nous des zones que tu desserres entre telle ville puis telle ville, par exemple, pour que les gens comprennent bien ce que vous pouvez offrir. Est-ce que vous faites du Montréal-Québec? Est-ce que vous faites du Montréal-Rivière-du-Loup? Ou vous faites juste du Montréal-Rive-Sud ou Québec-Lévis? C'est quoi les distances? En termes de livraison, on offre plusieurs services. La livraison, on offre aussi le pick-up, etc. Tout ce qui est livraison, on va être sur les gros centres de population. Fait que l'île de Montréal au complet, l'île de Laval, la rive sud de Montréal, tout ça est 100% électrique pour les clients qui le souhaitent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client est capable de venir chez Nationex et dire « Moi, je ne veux plus livrer en thermique à Montréal.
on est capable d'offrir ce service-là. Même chose, Québec, rive sud de Québec. On a ouvert Drummondville, Trois-Rivières. On a ouvert Gatineau et Ottawa, une partie d'Ottawa. Fait que c'est vraiment des FSA, les 3 digits de codes postaux. On garantit la livraison écologique dans ces codes postaux-là. Et on offre, dans le cadre d'un grand projet avec le gouvernement, on offre aujourd'hui la livraison ce qu'on appelle mid-mile, c'est-à-dire entre 2 centres urbains, entre Québec et Montréal. On offre cette livraison en électrique aussi. Fait que ça va commencer avec les camions qui arrivent la fin du mois. Fait que c'est un très grand projet. Et pour certains clients qu'on sélectionne, c'est pas quelque chose qu'on ouvre non plus à tout le monde, on offre ce qu'on appelle de la livraison de palettes en électrique. Fait que là, c'est nos gros cubes 20 pieds, etc. qui font ça. Fait que là, c'est dans des zones plus petites. Par exemple, ça va partir de Montréal pour aller à Montréal, ça va partir de Québec pour aller à Québec, etc. Mais c'est quand même, on a aujourd'hui 6 camions comme ça et ils roulent tous les jours, tout le temps. Fait que c'est quand même un service qui marche bien. Une question qui me vient à l'esprit, c'est à quel endroit vous chargez vos camions? Est-ce que tous vos camions se chargent dans votre dépôt pendant la nuit ou les camions vont se charger chez les chauffeurs, sur le réseau public? À quel endroit vous chargez? Non, on a 22 dépôts chez Nationex. On a dû en électrifier une dizaine aujourd'hui. Fait qu'on a 3 dépôts principaux, Toronto, Saint-Hubert et Québec. Fait qu'à ces dépôts principaux, on fait de la recharge de nuit. Fait que les livreurs reviennent avec leur bright drop et on a toute la nuit pour se charger. Fait que là, on a à peu près aujourd'hui une cinquantaine de bornes de niveau 2. Pour les gros cubes, on a de la borne de niveau 3. On s'interdit pas de faire de la recharge publique pour pallier parfois à certaines routes qui sont trop longues ou un climat qui est un peu plus rude cette journée-là. Mais en général, on préfère maîtriser pour des raisons de coût. Mais votre stratégie tient compte du fait qu'en temps normal, vous devriez pouvoir le faire uniquement avec vos propres infrastructures. Exactement. On s'autorise des exceptions, mais on ne bâtit pas une infrastructure en fonction des exceptions. Non, je comprends, bien entendu. Une question qui revient souvent, la perception des chauffeurs avec ces véhicules-là, dans le cas de Nationex, donc avant de faire l'acquisition de Courant Plus, on était plus dans un modèle de transport avec des véhicules thermiques. Comment les chauffeurs ont accueilli les véhicules électriques? Est-ce qu'il y avait de la réticence? Est-ce que cette réticence est toujours là? Est-ce qu'ils trouvent que ça va bien, que ça a des inconvénients? C'est quoi leur réaction? Ça s'est quand même plutôt très bien passé, je te dirais. C'est comme tout, il faut les accompagner, il faut les former, il y a toujours au début un tout petit peu de réticence. Après, c'est des gens qui comprennent quand même très rapidement l'intérêt. On parle de gens qui font 300 km tous les jours, tout le temps pour gagner leur vie. Fait que le fait d'être dans des véhicules électriques qui sont quand même plus silencieux, avec un confort de conduite amélioré, c'est des gens qui comprennent ça. Fait que ça va l'adoption est très très rapide. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les derniers bright drop qu'on a achetés, c'est pas nous qui les avons achetés, c'est les brokers qui eux-mêmes, nos voituriers, ont dit hey, moi ça m'intéresse, je vais en acheter pour moi, etc. Fait qu'on est quand même sur, je dirais, un fort taux d'adoption. C'est sûr qu'ici et là, tu auras toujours quelqu'un qui est contre, par principe, un peu contre l'électrique, etc. Mais notre expérience fait que tu peux les accompagner, tu peux leur montrer, tu fais des essais, tu leur expliques comment ça se passait, etc. Et 99% du temps, toutes les réticences sont levées relativement très rapidement. Fait que c'est pas un enjeu. C'est pas un enjeu, mais il faut le faire correctement. Il faut les accompagner, il faut documenter, il faut accompagner, il faut former. Faut pas hésiter 2 mois après à revenir voir le chauffeur en disant hey, comment ça se passe, etc. Puis des fois, on retrouve des petits trucs qui sont arrivés. Il y a des petits irritants, puis vous pouvez lui donner des trucs pour éviter de les revivre. C'est ça. Fait que là, on est en train de regarder aussi pour faire de la formation justement sur des simulateurs, pour accompagner les gens à essayer de vraiment se challenge de consommer le moins possible avec les camions électriques. Ouais. Est-ce que la logistique de transport est faite différente? C'est-à-dire que les entreprises qui font du transport comme vous faites, il y a toute une logistique, là, les commandes, le camion part de tel point, il s'en va à tel autre point, il faut qu'il parte à telle heure, il va arriver à telle autre heure, on va le ravitailler, il va repartir. Donc, il y a toute une logistique. Mais là, compte tenu que c'est des véhicules électriques, est-ce que vous avez dû modifier la façon dont vous gérez la logistique de vos différents transports? Oui et non, pas dans tout ce qui est tri des opérations où les colis s'en vont, etc. Ça, on n'a pas modifié. C'est sûr que dans la solution qu'on offre pour les gens qui font de la livraison chez nous, on scanne tout et on mesure tous les colis qui passent sur nos convoyeurs. Fait que là, on a mis des limites.
pour faire en sorte que justement ça respecte les payloads des camions, les autonomies des camions, etc. Fait qu'on est arrivé avec de la technologie pour les aider, mais globalement les camions qu'on a, les Bright Drop, qui font quand même 80% de notre flotte, couvrent 90% de nos besoins. C'est-à-dire en termes de range, c'est des camions qui font quand même 450 km, 4 roues motrices, et des payloads qui couvrent une grosse partie de nos besoins. C'est sûr qu'on s'ajuste, fait qu'on a encore quelques routes qu'on peut pas électrifier parce qu'on a soit pas le payload, soit pas le range qu'il faut, etc. Fait que là, dans ces cas-là, on se revire de bord, on rechange un peu nos routes et on fait une exception pour ces codes postaux-là, etc. Toujours en avisant les clients. Mais globalement, ça c'est quand même très, très bien fait. Écoute, le temps file, puis on arrive près de la fin, mais j'ai quand même quelques petites questions que je veux regarder avec toi. Si on parle de vers où ça s'en va, donc vers le futur, là, on regarde en avant, tu as parlé un peu des véhicules que vous avez, tu as parlé des classes 8, donc des camions, là, ce qu'on appelle communément les 53 pieds là, que vous allez avoir bientôt. Mais qu'est-ce qui s'en vient, là, le monde du transport électrique, là, c'est quoi la tendance? Puis en même temps, j'ai envie de te dire électrique et ou autre, parce qu'on entend parler de camions hydrogène, on entend parler de plein de trucs. Vers où ça s'en va, puis vers où Nationex s'en va dans tout ça? C'est une bonne question. Celui qui est capable de répondre à ça sera probablement millionnaire dans les années qui arrivent. Des différentes conférences auxquelles je participe et de ce que je lis, je pense qu'en tout cas pour le transport lourd, probablement les grandes révolutions, ça va être la vitesse de recharge qui va augmenter, les batteries probablement vont s'améliorer. J'imagine pas qu'on va arriver à des batteries de 2000, 3000 km. Je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver, mais on va arriver sur des choses où on va avoir des batteries de 500, 600, 700, 800 km pour du véhicule lourd, avec des temps de recharge qui vont tellement diminuer qu'on va s'approcher en fait de ce que c'est de recharger, de faire le plein d'essence avec un tracteur. Pour ce qui est tout le véhicule léger, les petits véhicules de livraison, je pense qu'aujourd'hui, on est déjà dans une version quasi optimale. Probablement que ça va s'améliorer. Mais là, à mon avis, ça va être une question d'infrastructure publique, de pouvoir faire en sorte que des gens, n'importe qui puisse acheter un véhicule, le recharger dans la rue, etc. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de mettre des bornes chez soi. Même nous, on est limité parfois dans nos entrepôts en termes d'entrée électrique, etc. Fait que je dirais que nous, ça va être vraiment pour Nationex, c'est vraiment le déploiement. On va continuer à augmenter nos zones vertes, on va continuer à en ouvrir des nouvelles. On va vraiment aller là, on regarde Mont-Laurier, etc. Fait que des places où les gens n'électrifieraient pas forcément, on s'en va là-dedans. Fait que c'est quand même un beau projet qu'on a devant nous pour l'entreprise. Tu as parlé tantôt du corridor Montréal-Québec que vous allez ouvrir avec vos nouveaux véhicules qui vont arriver bientôt. Est-ce que vous allez faire, par exemple, une livraison qui va partir de Montréal, qui va aller à Québec, puis revenir à Montréal avec la même charge, ou vous allez avoir une infrastructure de recharge aux deux extrémités, ou alors un troisième volet, une recharge publique ou autre à mi-chemin? Ben la réponse, c'est 2 et 3 parce qu'on la fin du mois, on installe une infrastructure de recharge ultra rapide à Saint-Hubert. On est en train de regarder pour installer une infrastructure de recharge rapide à Québec. Et pour l'entre-deux, on se base sur l'infrastructure publique. Fait que le circuit électrique sur l'autoroute 20, même l'autoroute 40, a mis des bornes ultra rapides qu'on a testé justement avec nos tests de camions, qui nous permettent justement d'avoir ce filet de sécurité tellement important pour que le chauffeur soit pas stressé le jour où il va faire froid, le jour où il y aura de la neige, du vent, etc. D'être sûr que s'il y a besoin, il peut s'arrêter au milieu, recharger. Fait c'est vraiment un mix de l'infrastructure privée, publique, pour lesquelles on regarde. Edwin Richard, c'était bien gentil d'être avec nous aujourd'hui. Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Nationex, on va mettre le lien pour le site web de Nationex dans les références du podcast. Merci de ta présence aujourd'hui. Merci, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement.
Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Le verre à moitié plein est une présentation de Roulon électrique, une campagne du gouvernement du Québec coordonnée par Équiterre. Pour en savoir plus sur toutes nos activités, visitez le site internet roulonélectrique.ca. Chronique Le verre à moitié plein avec Daniel Rochefort. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des effets de la surtaxe canadienne de 100% sur les véhicules électriques chinois. On a entendu beaucoup de choses à ce propos, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'impact environnemental. Est-ce que ça va être positif ou négatif? Je suis Daniel Rochefort, bienvenue à la chronique Le verre à moitié plein. Je vais vous avouer que j'ai froncé les sourcils quand j'ai entendu un certain ministre canadien mousser la décision de son gouvernement de fermer la porte aux véhicules électriques chinois. J'étais dubitatif parce qu'il utilisait comme argument que les véhicules électriques chinois sont bien plus polluants à fabriquer que les véhicules électriques américains ou les éventuels véhicules électriques canadiens. Pourtant, c'est bizarre, je connais pas beaucoup d'environnementalistes qui ont sabré le champagne avec cette nouvelle. Au contraire, dans le milieu, on a tout de suite vu que l'effet immédiat, ce sera plutôt de bloquer la porte au géant chinois BYD qui envisageait de nous offrir ces véhicules plus abordables comme la Atto 3 et la Dolphin qui font un tabac en Europe et la très attendue Seagull, un tout petit véhicule qui fait peur à tous nos manufacturiers parce qu'ils ont éliminé tous les petits modèles de leur salle de montre. J'irai pas avec le dos de la cuillère, la surtaxe sur les véhicules électriques chinois, c'est en fait une mesure qui retarde la baisse des prix des véhicules électriques. C'est une mesure qui diminue la concurrence et qui diminue l'attractivité du véhicule électrique, à l'heure même où on est sur le point de baisser les subventions. En nuisant l'accessibilité des véhicules électriques, le gouvernement canadien est en contradiction avec ses engagements de décarboner les transports d'ici 2040. En fait, il donne même du gaz au lobby des constructeurs qui militent pour qu'on repousse au calendrier grec les exigences de vente de plus en plus de véhicules électriques avec les années. Supposément parce qu'ils sont trop chers et que les gens en veulent pas. Selon moi, et ça n'engage que moi, même si j'en connais d'autres qui ont la même opinion, la surtaxe sur les véhicules électriques chinois, c'est une mesure anti-environnementale et c'est une mesure anti-lutte au changement climatique, du moins dans un contexte canadien. J'entends déjà des objections, là. Faire des véhicules en Chine, est-ce que ça pollue pas davantage que les faire ici ou en Europe? Effectivement. Des études le montrent depuis des années. À batterie égale, là, on parle d'à peu près 20% plus polluants à fabriquer en Chine qu'aux États-Unis et 25% plus polluants à fabriquer en Chine qu'en Europe. Concrètement, ça veut dire qu'une batterie de, disons, 78 kWh, ce qu'on retrouve dans une Polestar 2, par exemple, vu qu'elle est fabriquée en Chine, ça va dégager à peu près 1 tonne de CO2 de plus lors de sa fabrication en Chine. Soit dit en passant, ça va être à peu près les mêmes chiffres là, pour une batterie faite au Japon. Par exemple, les batteries des Toyota et des Nissan. Et ça va être un tantinet moins, là, à peine, pour une batterie faite en Corée. Par exemple, une Kia ou une Hyundai. Parce que le mix énergétique, en fait, au Japon et en Corée, il est très carboné comme en Chine. Donc, ça a l'air beaucoup 1 tonne de plus. Sachez qu'au Québec, arrêter de brûler de l'essence en roulant électrique, ça permet d'éviter plus de 4 tonnes
par année de GES. Et ça pendant toute la durée de vie du véhicule. Sur 15 ans, disons, ça fait environ 60 tonnes d'économiser. Alors, une tonne de plus, c'est pas grand-chose. Là. Vous comprenez mieux pourquoi je considère que c'est une mesure anti-environnementale. Je le dis souvent, l'impact de la fabrication du véhicule électrique, ça compte pour presque rien par rapport au GES de l'essence pour faire avancer un véhicule. Chaque véhicule à essence qu'on n'aura pas remplacé par un véhicule électrique à cause de la surtaxe, c'est au moins 59 tonnes de GES Made in Canada qu'on va émettre. Et là, je vous ai même pas parlé du fait que les véhicules que la Chine ambitionne de nous dumper, en fait, ils sont plus petits puis ils ont des plus petites batteries que les nôtres. Donc, ils sont moins polluants à fabriquer dans les faits. Et cerise sur le sundae, je vous ai pas dit non plus que les Tesla avec les batteries LFP qu'on nous livre de Chine, elles ont à peu près le même impact à fabriquer que les Tesla Made in USA qui sont équipés de batteries avec une chimie NMC, plus polluante à fabriquer. Pour ceux qui ne connaissent pas les batteries LFP, ce sont les fameuses batteries plus économiques et plus durables qui contiennent du fer et du phosphate au lieu de métaux rares et controversés comme le cobalt. Comme la fabrication des batteries LFP, elle est actuellement concentrée en Chine, vous pouvez oublier pour plusieurs années d'avoir cette option-là plus responsable dans votre voiture électrique. Merci la surtaxe. Et vous pouvez oublier pour plusieurs années le temps qu'on bâtisse nos propres usines de batteries LFP ici. Cette question-là des batteries LFP, elle est aussi une raison qui va retarder la baisse de prix des véhicules électriques au Canada, soit dit en passant, parce que les batteries LFP sont plus économiques à fabriquer. Bon, OK, cela étant dit, je ne jetterai pas de roche au gouvernement canadien pour avoir cédé à cette surtaxe-là. Disons qu'ils se sont un peu fait tordre le bras par le gouvernement américain et par les lobbies de l'industrie automobile canadienne. Ils ont été forcés de suivre la parade du protectionnisme, surtout qu'on met des milliards en deniers publics pour développer nos propres filières de fabrication de batteries, histoire de se libérer enfin du quasi-monopole chinois. Mais là où je suis déçu, c'est que j'aurais aimé voir nos politiciens se tenir debout pour que cette mesure protectionniste-là ne nuise pas à la lutte au changement climatique du Canada. J'aurais aimé qu'ils réaffirment clairement aux constructeurs automobiles que les exigences de la norme VZ2 canadienne ne seront pas diminuées, voire même annoncer en même temps que la vente des véhicules à essence, elle serait bannie au Canada dès 2040, l'année où on vise déjà, grâce à la loi VZ2 canadienne, on vise déjà des ventes de 100% de véhicules rechargeables d'ici 2040. Donc, bannir les véhicules à essence au Canada, à terme, un peu comme le Québec veut faire avec sa loi pour 2035. Ça a renvoyé un message clair à l'industrie. Encore mieux, j'aurais aimé qu'on annonce en même temps une baisse des seuils de prix pour avoir droit aux subventions, histoire de forcer une baisse de prix des véhicules électriques au Canada, histoire d'obliger nos fabricants à nous offrir des véhicules électriques moins chers. En d'autres mots, j'aurais aimé que ce soit win-win. J'aurais aimé que ce soit donnant-donnant avec l'industrie. On protège votre marché de la concurrence chinoise, puis en échange, vous offrez aux Canadiens des véhicules électriques abordables en plus grande quantité. En l'absence d'un tel pacte, les Canadiens qui veulent sauter dans le train de l'électrification, ils sont un peu le dindon de la farce. Pour finir sur une note un peu plus encourageante du point de vue environnemental, dites-vous bien qu'à l'échelle planétaire, cette surtaxe-là ne changera pas grand-chose au final. BYD et les autres compagnies chinoises, ils vont continuer à produire encore plus de véhicules électriques. Ils vont juste en vendre ailleurs plutôt qu'ici. Parce que le reste du monde, il s'électrifie aussi. Et ils vont continuer à ouvrir des usines partout dans le monde, jusqu'à probablement trouver le moyen de contourner nos mesures protectionnistes avec les usines qui prévoient de bâtir en Europe et les usines qui prévoient de bâtir au Mexique. En fait, c'est pour demain, connaissant les Chinois.
L'électrification va se poursuivre même si nos constructeurs occidentaux essaient de nous faire croire qu'elle ralentit. D'après certains spécialistes, les ventes mondiales de véhicules électriques devraient dépasser celles des voitures à essence quelque part entre 2026 et 2028. Et les compagnies automobiles qui auront ralenti la cadence, elles vont prendre un retard insurmontable et feront peut-être comme les dinosaures finalement, au grand bénéfice des générations futures. C'était le verre à moitié plein. À bientôt dans une autre chronique. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIC2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Pour toutes ces activités, vous allez sur le site web de l'AVEC dans la section pour les événements et vous pouvez vous inscrire en ligne directement sur le site web de l'AVEC. L'AVEC se recharge au Salon des véhicules électriques et hybrides Desjardins de l'Estrie. C'est du 4 au 6 octobre au Centre des foires de Sherbrooke sur le boulevard du Plateau Saint-Joseph. Kiosque virtuel, réponse à vos questions sur les batteries avec le physicien Pierre Langlois, c'est le 14 octobre de 19h à 20h. L'AVEC se recharge au Salon du véhicule et loisirs électriques de Lanaudière du 18 au 20 octobre 2024. C'est au Centre Expo Terrebonne sur le boulevard des entreprises. Et finalement, l'AVEC se recharge au Salon du véhicule électrique Desjardins de Saint-Hyacinthe du 8 au 10 novembre 2024 au Centre BMO sur la rue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Édouine Richard, Sébastien Côté ainsi que Daniel Rochefort. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Stéphane Levert, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitre teintée, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Roulon Électrique ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.